Ok. Bonjour à tous et merci de vous être connectés. On est assez nombreux, ça fait plaisir. Je vais vous parler rapidement de Paris. Ensuite, je vais présenter notre conférencier et puis je vais donner quelques éléments et ensuite je vais lui passer la parole. Donc, OVNI Paris a été fondé en 2010 par Guy Lothaire. C'est une scission des repas ufologiques parisiens. Je laisse toute cette histoire compliquée qui ne nous intéresse absolument plus. Guy Lothaire a fait un très bon travail. Malheureusement, fin 2016, début 2017, il ne pouvait plus assurer. Il m'a demandé, comme je lui avais donné un coup de main et qu'on se connaissait, de reprendre Paris. Moi, c'est ce que j'ai fait depuis 2017. Voilà, je m'en occupe. En fait, le but Paris est toujours le même, c'est de partager l'information la plus large possible, essayer de rester quand même, faire attention. Je dirais à ma gauche, faire attention aux sectes, à ma droite, aux ultra-sceptiques, et de naviguer un peu entre les deux, faire venir les gens le plus sérieux possible. On possède donc un site web qui est relativement à jour quand je travaille bien. Et puis, on a un site Facebook, lui, par contre, qui est bien à jour, dans lequel vous pouvez trouver toutes les informations, les codes de connexion, ce genre de choses. Donc, on organise des conférences, des réunions. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Éric Jurker parce que Éric était venu en janvier 2019 pour la sortie d'un livre précédent qui était comment dire, Les apparitions mondiales d'humanoïdes. voilà, au niveau mondial. Donc, et ça avait été un grand succès. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, ça va être pareil. On verra bien. Éric est historien. Il est diplômé historien en histoire de l'art. Il est d'origine franco-italienne, parce qu'il lui ouvre vraiment des portes. Ça lui permet, comme il comprend parfaitement l'italien, ça lui permet de suivre ce qui se passe en Italie, ce qui est très bien parce que il y a pas mal de gens qui parlent l'anglais, il y a un peu quelques personnes qui parlent espagnol et pas de gens qui parlent italien, mais il y en a vraiment pas beaucoup. Et c'est dommage. On croit des fois croire que l'italien c'est facile, mais pas du tout. C'est une langue très, très complexe. Tiens, je vois un animal. Bonjour Ah, l'animal. et la fifi de la maison. Ah, dis donc, elle craint pas le froid, hein. Elle À est belle. Noël, non, elle est angora, elle fait pas le froid. Ouais. Donc Eric a écrit, il a 50 ans d'ufologie et je dirais, c'est le spécialiste incontesté des R3. Il a écrit 5 livres, je crois, ils sont là d'ailleurs. Je vais les montrer. Partager l'écran. Donc, si ça voulait démarrer, et ça ne veut pas, pourquoi ça m'embête? Euh, J'aurais aimé que ça démarre la première vidéo. Je vais sortir de là. J'arrête le partage. Excusez-moi, il y a un petit souci, mais c'est pas grave, je vais le résoudre presque immédiatement. Je refais partager. Et ça doit être ça. Voilà. Eh ben non. Non, ça c'est le troisième, celui-là. Bon, j'ai affiché comme ça pour l'instant. Oui, Je vais venir ici. Alors, le premier, c'est les apparitions d'humanoïdes. oui, 78. Ensuite, Oui. il y a eu moi, je connais celui-là, que je mets dans cet ordre-là. C'est peut-être 2018. Oui. 18. Il y a aussi celui-là, avec Arrondie Fabrice Confiance, Bonvin, 2015. et enfin, organisé par Fabrice, sous la direction de Fabrice Bonvin. Oui, oui, c'est Un livre collectif. collectif. Les auteurs sont ici, Philippe Guivement, Jocelyn Morisson, Jaïa, Le Terrier, enfin que du bon monde. Et bien sûr, Éric. Et là, les rencontres approchées de troisième type en Italie. Donc, et puis, voilà, le dernier livre qui va être un peu le sujet de l'exposé aujourd'hui, l'énigme de la huitième clé dévoilée. Donc j'arrête le partage. Non, je ne vais pas l'arrêter. Euh, donc, euh, alors, j'ai dit que Eric était spécialiste des RR3. Je vais quand même faire un rappel rapide. RR3, ça veut dire rencontre rapprochée du troisième type.
Les rencontres rapprochées, elles ont été systématisées de la façon suivante. RR1, c'est le où les témoins voient un ovni, mais il faut qu'ils soient prêts à moins de 150 mètres. RR2, ça devient un peu plus parlant. L'OVNI laisse des traces matérielles, comme des traces au sol. RR3, là, c'est encore plus intéressant. Le témoin, ou les témoins d'ailleurs, voient un OVNI et les occupants, ou quelquefois même simplement les occupants, et on suppose la présence d'un OVNI. Alors les RR3, c'est vraiment à cause de la présence d'occupants, c'est vraiment des témoignages très riches et souvent déconcertants, on va le voir, mais en tout cas qui apportent de l'information. Et donc, c'est certainement, Eric va nous l'expliquer, mais bien sûr, c'est ça qui l'a intéressé. Voilà. Alors, Eric a participé à l'éco-évent. Donc, pour ceux qui n'y étaient pas, ou qui, comme moi, ont souffert de vraiment de mauvaises conditions d'audition, j'ai eu l'idée d'inviter Eric euh, nous expliquer, à nous refaire cet exposé, en fait, à le redévelopper. Il a eu la gentillesse d'accepter. Ben, je le remercie vivement. Merci, Eric. Il n'y a pas de problème. Et ben, maintenant, je vais te laisser la parole. Je crois que j'ai assez parlé. Euh, D'accord. Simplement, juste, je termine pour dire que on va suivre un ordre du jour très simple, si ça te convient. D'abord la conférence et puis ensuite les questions. Oui, oui, comme d'habitude, oui. Pas de problème. D'accord. Voilà. Alors, j'aimerais bien que tu puisses démarrer. C'est un peu... Ok, ben, je te laisse la parole, Yannick. D'accord. On me voit bien là parce que je ne me vois pas, hein, donc je On suis te capable. voit sous forme d'une... Alors, je vais sortir, je vais arrêter le partage. Là, Oui. on te voit plein Ok, écran. ok. Et toi, je vais relancer le partage pour afficher les différentes images, photos ou dessins ou croquis que tu m'as envoyés. D'accord. Bah, de nouveau, tu seras réduit sous forme d'une petite icône. D'accord, d'accord. Bon, alors j'y vais. Bien. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence d'abord. Donc, je vais un petit peu parler du livre, peut-être pour commencer, du dernier livre que j'ai écrit. Je vais en parler très sommairement, hein, évidemment. Voilà, c'est un essai qui m'a pris quand même pas mal d'années de travail. J'ai pris, j'ai laissé, j'y suis revenu. Bon, c'est un essai qui est divisé classiquement en trois parties. Il y a une introduction qui est plutôt d'ordre épistémologique, entre guillemets, on va dire, mais qui est assez intéressante, je trouve. Pour le reste, donc les trois parties paraissent assez différentes, mais de mon point de vue, elles ne le sont pas tant que ça. Donc, première partie, je rappelle ce qui, de mon point de vue, constitue les bases en ufologie. Et les bases, ça commence avec la pensée d'Aimé Michel, sans doute le meilleur penseur qu'on ait jamais eu sur la question. J'ai eu la chance inouïe de pouvoir le discuter avec lui plusieurs fois, principalement en 1978. Et c'est vrai que ça m'a pas mal influencé quand même. Aujourd'hui, si on fait vraiment de la recherche, on n'est pas nombreux à la faire, mais vous vous apercevez que tout ce qu'il a dit, vous retombez dessus sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il est impossible de l'éviter. Et il faut sans arrêt revenir sur ce qu'il a dit, surtout quand ça paraît simple. Avec Aimé Michel, quand c'est court et simple, il faut toujours se méfier. Bon, euh, donc je rappelle quelles sont les bases et en termes de recherche, bon, c'est bien de partir par là parce qu'il faut brièvement rappeler ce qu'est l'ufologie d'abord, d'un point de vue populaire évidemment. C'est essentiellement de l'information humaine qui coule même de ce qu'on pourrait appeler une interface humaine. Alors ça coule sans arrêt, mais à des débits variables selon les années ou les décennies. Et quand on parle de recherche en ufologie, ça part de ce constat. La recherche, ce n'est jamais que la collecte, le tri, pour des raisons de fiabilité, évidemment, et l'analyse sous toutes les formes de cette information. Voilà, la façon la plus simple de définir la recherche, c'est ça. J'y ajoute évidemment la part qui est très importante de faire du terrain autant que faire se peut. J'en ai fait moi-même pas mal, surtout au début, dans les années 75, 80. J'en ai toujours fait, mais disons que je suis un petit enquêteur, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de connaître de grands enquêteurs, des gars qui avaient fait 500, 600 enquêtes, en plus de leur activité de professionnel et de famille, c'est vous dire, enfin, c'est incroyable.
Les discussions avec eux, ce qu'ils pouvaient dire en off, m'ont beaucoup impressionné aussi. Alors moi, je suis un petit enquêteur à côté de ça. Hein. J'ai dû faire une centaine d'enquêtes, c'est rien du tout. Mais j'ai eu de la chance quelque part parce que j'ai enquêté une dizaine de cas de RR3, justement. Et donc, je les ai révélés, ces cas. Et ça, c'est une chance. Tout le monde me dit, oh, ben, tu as de la chance. Il y en a qui me disent, tu les attires. Mais non, tout ça, c'est des bêtises. Bon, c'est tout un contexte. Hein. Voilà. Donc, je rappelle quelles sont les bases de l'ufologie et de la recherche. Qu'est-ce qu'on cherche finalement dans la recherche, dans ce travail sur l'information? On ne cherche pas spécialement des cas extraordinaires. On les prend, bien sûr, quand ils sont bien enquêtés, quand ils sont fiables, on les prend naturellement. Mais ce qui est fondamental, c'est l'information récurrente. Voilà. C'est ça qui est recherché. Et c'est par cette information récurrente que l'on a découvert ce qu'on appelle les caractéristiques de ce phénomène. On en compte 8 aujourd'hui. Vous connaissez très bien les deux premières, puisque c'est la signature du phénomène OVNI, ça apparaît depuis le début. C'est-à-dire des comportements physiques hors normes et le problème de la lumière qui est toujours présent. Alors, qu'est-ce qui définit une caractéristique? Eh bien, c'est justement cette récurrence, c'est un invariant statistique. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est présent dans toutes les manifestations, hein, pas seulement les rencontres rapprochées, toutes les manifestations, sur un taux statistique variable, mais les plus forts frisent les 100%, hein, l'élusivité frise les 100%, les comportements physiques hors normes, ça frise les 100%, la lumière, c'est plus de 90%. Donc voilà. Après, il y en a d'autres qui sont sur des taux statistiques un peu moindres, des 8, mais on arrive quand même plus ou moins à avoir une idée du taux statistique. Il n'y a que la dernière, la dimension spéculaire, hein, en miroir, celle justement qui est dans le titre du livre, sur laquelle personne n'a jamais été capable de mettre un taux statistique. J'ai moi-même essayé à 2 reprises, j'ai échoué. Je le dis tout de suite, j'ai fait comme les copains. C'est très, 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 très difficile. Il n'en reste pas moins vrai que cette 8e caractéristique, je pense qu'elle est fondamentale pour mieux comprendre ce phénomène. Voilà. Alors, une petite aparté, mais qui n'est pas une aparté. Il y a donc 8 caractéristiques, et puis il y a des anomalies. Alors, quelle est la différence? Ça, il faut bien le comprendre. Une caractéristique, en fait, c'est une anomalie qui a réussi. Voilà. Il se trouve que dans tous les cas de rencontres rapprochées, qui sont les plus porteurs d'informations, vous avez toujours au moins une anomalie qui traîne. Alors, la plupart du temps, on ne la voit pas, ou si on la voit, on tourne la tête, ou on ne s'y intéresse pas parce qu'elles sont souvent absurdes. Mais moi, c'est ce qui m'intéresse particulièrement. Et on va voir petit à petit j'y reviendrai, que cette notion d'anomalie est très, très, très importante. Elle ne doit absolument pas être négligée. Voilà. La seconde partie du livre, alors là, c'est un travail d'historien classique. Je me suis intéressé à la période qui précède 1947 et qui était quand même un petit peu noire pour beaucoup de monde. En fait, le phénomène OVNI dans la période contemporaine, alors digression, la période contemporaine en histoire française, ça commence à la Révolution française jusqu'à aujourd'hui. On peut dire 1800, si vous voulez, pour donner un chiffre rond, jusqu'à aujourd'hui. Donc, le phénomène OVNI, quand apparaît-il réellement dans cette période contemporaine? Sur les informations dont on dispose, il apparaît à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire au moment où la révolution industrielle prend une tournure qui est absolument irréversible et assez dévastatrice d'ailleurs, qu'elle est source de progrès, et notamment elle génère des espèces d'avatars dont l'un, la conquête de l'air, a quelque chose à voir apparemment avec le phénomène OVNI, parce que c'est vers ce moment-là, vers 1885-90, que l'on commence à parler dans beaucoup d'endroits, où souvent des capitaines de navires au long cours, ils racontent en arrivant, en retournant au port, qu'ils ont observé des choses vraiment curieuses. C'est à ce moment-là que ça commence à se mettre en place. Pour les RR3, le premier cas, le plus ancien que l'on ait, date de 1890 aux États-Unis. Et comme toujours, il a été enfermé dans le secret de famille. Et c'est finalement quelqu'un qui a parlé il y a 20 ans. C'était la 3e génération qui a parlé. Elle le tenait de sa mère, qui elle-même le tenait de sa mère. Donc, vous voyez un petit peu comment ça marche. C'est pour ça aussi que quand je parle de phase d'imprégnation à bas bruit, eh bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une activité OVNI avant 47.
Mais la plupart des choses ont été occultées. Et ce secret de famille s'est un petit peu distendu, on va dire, ces 20-30 dernières années. Et grâce à ça, j'ai pu faire cette espèce de listing de cas que je raconte, où il y a quand même une cinquantaine de rencontres du troisième type, pour, on va dire, pour faire court, de la période de 1900 à la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est quand même intéressant et c'est assez peu connu. Il y a des choses étonnantes, vraiment, hein, dans ces cas. Et ils sont racontés dans la seconde partie. J'ai fait quelques dessins aussi, comme toujours, hein, pour agrémenter, pour qu'on arrive à se remémoriser les cas. Voilà. Alors, la troisième partie concerne plus la recherche, à mon avis. C'est une approche qui est peu courue en ufologie, qui a très rarement été tentée. C'est une approche essentiellement sémiologique. Alors, la sémiologie est une branche de la linguistique qui a connu un rôle énorme au XXe siècle. Elle a influencé énormément de disciplines, hein, de l'histoire de l'art avec Panofsky, jusqu'à l'ethnologie, par exemple. Hein, il suffit de lire ce que Claude Lévi-Strauss entend par structuralisme. Chaque civilisation code la réalité selon des signes qui lui sont propres et qu'elle est seule à reconnaître. Oui, bien sûr, c'est ni plus ni moins que de la sémiologie. Hein. Donc la sémiologie a eu un impact énorme. Alors le terme vient du grec sémios, qui signifie signe, avec un sens de message et de communication. Voilà. Donc on peut cataloguer la sémiologie comme l'étude de la communication à l'aide de signes ou de signaux. Voilà. D'où l'intérêt extrême, on va voir, qu'elle a en ufologie. On aurait dû se servir de cet outil enfin, il y a déjà 20, 30, 40 ans. Hein. Bon, je suis un des premiers à le faire, pas le seul. Hein. Il y a aux États-Unis, Jacques Vallée en a parlé notamment, avec un physicien, Eric Davis. Quelques-uns en ont parlé. Mais moi, j'ai pris les cas et j'ai appliqué la méthode sémiologique sur certains cas. Voilà, j'ai osé le faire. Bon. Donc ça, c'est la dernière partie. Vous verrez qu'il y a des choses étonnantes. Alors, je ne peux pas tout vous raconter, vous le lirez si vous lisez le livre. Hein. Alors, il y a un autre outil dont je tiens à parler, c'est l'éthologie. L'éthologie, c'est une branche de la zoologie qui concerne des tentatives de communication avec les animaux et notamment le fait de vivre avec eux en groupe dans la nature, dans l'environnement. Et ça, par rapport à tout ce dont on vient de parler, c'est un outil d'une importance absolument fondamentale, mais il n'est pas nouveau chez moi, j'en parlais déjà en 78 dans les apparitions humanoïdes. Hein. Rémi Chauvin, par exemple, qu'on connaît bien, était un spécialiste de l'éthologie. Hein. Voilà. Donc c'est quelque chose de très important. Voilà. Donc ça, c'était pour présenter très rapidement le livre. Alors maintenant, je vais surfer sur ce que j'ai dit à EcoEvent, puisqu'à EcoEvent, le titre de mon exposé s'appelait Rencontre rapprochée et métalangage, les possibilités d'un métalangage. Alors, je suis parti d'une des caractéristiques du phénomène OVNI. Alors, il faut savoir que ces caractéristiques, j'en dis encore deux mots, il y en a 8. C'est le fond structurel qui a derrière la forme, qui est toujours présent sous le phénomène OVNI, et ce fond est d'une cohérence absolument extraordinaire. Autant la forme est totalement incohérente, on est dans un véritable kaléidoscope qui a détruit pas mal d'ufologues. Hein. Ça, en 50 ans, je peux vous dire que j'en ai vu partir fleur au fusil et puis qui ont vite arrêté. Mais les 8 caractéristiques, il y a un tel niveau de cohérence que vous ne pouvez pas questionner une caractéristique sans vous apercevoir que toutes les autres participent d'une éventuelle réponse. Tout est très, très lié. Donc ça, c'est déjà intéressant. Ça forme une espèce de boîte à outils qu'il faut connaître. C'est pour ça que je commets un livre de temps en temps aussi. Hein. C'est que comme ces choses-là infusent très peu dans le public, je pars du principe que pour les personnes intéressées, bien sûr, il faut mettre ça à leur disposition, il faut qu'ils le sachent. Donc, je commets un livre de temps en temps et j'en parle. Voilà. Une dernière chose, une caractéristique est aussi une clé. Alors ça, c'est plus étonnant. Et ça remonte encore une fois à la parole d'Aimé Michel. Hein. Quand Aimé Michel dit « on ne peut pas comprendre l'OVNI parce qu'on n'est pas capable de le penser », cette phrase est généralement interprétée d'une manière globale, ce qui est facile à comprendre. Hein. Si on est face à une intelligence qui a 1 milliard d'années ou 1 million d'années d'avance sur nous, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. À l'intérieur de notre bulle évolutive, c'est absolument impossible, c'est hors de portée pour nous. Bon, ça on comprend. Mais ça vaut aussi au niveau local.
C'est-à-dire que sur un cas, sur des cas, il y a un exercice très simple, hein. Prenez un cas qui vous plaît, prenez Valençol si vous voulez, par exemple, puisque c'est le cas français le plus connu dans les RR3, et essayez de le penser. Je dis bien de le penser, hein, pas de le raconter. Alors, je prends cet exemple parce que je me suis trouvé un jour dans une réunion où on m'avait interrogé sur un tas de choses, des gens intéressés, hein, une quinzaine de personnes. Et puis sur 15 personnes, il y a toujours un petit malin. Donc moi, j'avais parlé de Valençon. Puis le petit malin, il se lève à la fin et il dit, mais monsieur, je voudrais savoir ce que vous pensez de ce cas de Valençol. Vous, le spécialiste, il me fait comme ça. Oui, parce que le public s'imagine qu'il y a des spécialistes en ufologie, ce que je dénie, hein. S'il y avait un seul spécialiste en ufologie, on ne serait pas là ce soir. Donc, euh, donc j'essaie de... Quand on vous pose une question comme ça, vous vous trouvez vite, il y a un ange qui passe, quoi, vous vous trouvez vite face au mur. Alors j'ai essayé de raccrocher, et puis à un moment, il me dit, non, 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 c'est pas ce que je vous demande. Je ne vous demande pas de me raconter le cas avec d'autres termes. Je vous demande de me dire ce que vous en pensez. Eh bien, essayez de faire l'expérience, vous risquez de sortir de là un peu effaré. Et vous comprendrez un peu mieux la parole d'Aimé Michel de manière concrète. Voilà. Alors, il faut savoir que par rapport à ça, une caractéristique peut être une clé. Alors, cette clé ne va pas vous donner toutes les réponses, mais elle va ouvrir. En fait, elle va, comment dire, elle va entamer un peu vos représentations mentales et elle va ouvrir votre grille de lecture. Voilà. Elle sert à ça aussi. Donc, bien connaître cette trousse à outils, c'est important. Alors, je vais maintenant vous parler, c'est comme ça que j'ai fait avec Coevens, j'ai abordé ce que j'avais à dire par une caractéristique, qui est la cinquième par ordre de classement, c'est l'intentionnalité. Alors, le terme s'applique d'abord essentiellement quand même, avec des nuances, aux observations rapprochées, de type 1, 2 et 3, dans la classification INEC classique, hein. Voilà. Intentionnalité signifie évidemment intention, et elle signifie que contrairement à ce qu'on s'est imaginé pendant des décennies, au moins certains cas d'observation rapprochée ne seraient pas dus au hasard. Ils seraient l'expression d'une volonté. Donc la vraie question qui se pose, c'est quand et comment a-t-on découvert l'intentionnalité? Je dirais même, quand les chercheurs français ont-ils découvert l'intentionnalité? La réponse, c'est qu'on l'a découvert dans cette période qui va de 1972, je dirais, à 1976 à peu près. Je le sais parce que je l'ai vécu. Donc, ça veut dire que ça a 50 ans quand même, hein, cette histoire. Et je note que ça n'a toujours pas beaucoup infusé dans le public, hein, pour tout un tas de raisons. Donc, comment a-t-on fait? Comment c'est arrivé? Alors là, on est dans un cadre où je dis toujours la même chose. Vous ne devez jamais croire personne sur parole, pas plus moi qu'un autre. Parce que d'abord, la personne pourrait se tromper de bonne foi, puis on peut vous raconter des cracks, hein, ça arrive. Donc, le mieux, c'est de vérifier par vous-même ce que je vais vous dire. Ça prend un peu de temps, pas longtemps, mais croyez-moi, il vaut mieux faire comme ça. Alors, pour ce faire, parce que c'est comme ça qu'on l'a découvert, vous ouvrez un fichier sur votre ordinateur. À l'époque, c'était fichier Bristol, pas d'ordinateur. Donc, vous ouvrez un fichier et vous allez vous contraindre à faire une liste de 200 cas de rencontres approchées. C'est un peu de travail, mais ce n'est pas la mer à boire non plus si vous vous intéressez réellement au sujet. Ça veut dire que vous lisez des revues, des livres, ça ira, hein, vous le ferez. Alors, vous pouvez prendre ce que vous voulez, de RR1, 2, 3, de manière chronologique ou pas. Vous pouvez prendre des cas français, des cas américains, sud-américains, faire un panachat, vous faites ce que vous voulez. Vous prenez 200 cas, vous les listez, vous les imprimez. À ce moment-là, pas besoin de logiciels compliqués, de statistiques ou d'autres, hein. Vous prenez un crayon à papier, une règle, et à droite de votre liste, vous tracez 4 verticales, c'est-à-dire 3 colonnes. D'accord? Et vous reprenez cas par cas depuis le début en vous concentrant exclusivement sur la manière dont commence le cas, ce que personne ne fait jamais. On est littéralement aimanté par la séquence centrale, toujours, c'est celle qu'on va retenir, c'est normal. Mais étudier spécifiquement comment ça commence.
Vous n'aurez pas besoin d'aller très loin, même pas à 100 K, pour vous apercevoir qu'il n'y a que 2 protocoles d'apparition. Il n'y en a pas 36, il y en a 2. Et sur toute la planète, à n'importe quelle époque, il y en a un qui est toujours majoritaire. J'ai nommé PP pour les chercheurs, le positionnement préalable. 60% des cas, toujours. Ça tourne toujours autour de ça. Et le reste, l'arrivée impromptue sur zone, eyes, 40% donc des cas. Bien. Je vais vous donner un exemple de chaque. Il y en a des milliers d'exemples, on pourrait y passer la semaine, mais je vais vous donner un exemple pour chaque. Et je vais me faire plaisir. Je vais vous donner, c'est un exemple qui tient de 2 enquêtes que j'ai effectuées moi-même. Donc, voilà. Donc, positionnement préalable. L'affaire se déroule en 1993 et concerne un homme d'âge moyen dont le boulot, dans le travail, c'est d'être livreur de nuit. C'est un livreur de nuit un peu particulier. Il a une voiture, un gros break, et son travail consiste à prendre à la gare de Nice des journaux qui arrivent tous les jours, et à les monter à Digne, la capitale des Alpes de Haute-Provence, toujours par la même route. Donc tous les soirs, il prend la même route, ce qu'on appelle la route Napoléon, pour ceux qui connaissent. Il part en passant par Grasse, Castellane, et ensuite il fonce vers Digne. Et l'impératif, c'est qu'il doit livrer ça vers 3 heures du matin, 4 heures maximum, parce que le temps que ce soit dispatché partout. Donc, c'est quelqu'un qui connaît très bien la route, naturellement. Et cette nuit-là, il est un peu en retard, il roule assez vite. Il a déjà dépassé Castellane, si vous connaissez un petit peu. Après Castellane, on est dans un milieu très sauvage, très rural, un petit peu montagneux, et il y a de grandes lignes droites. Voilà. Alors, à un moment, il prend un virage et il se retrouve sur une de ces grandes lignes droites. Il fonce, il est 3 heures du matin à peu près, il a du retard. Et dès qu'il a pris le virage, il voit une lumière extraordinaire dans la nuit, jaune-orangé, et il se dit, oh bon Dieu, il me manquait plus que ça, c'est bien ma veine, un camion qui s'est sûrement planté, qui est en feu. Il continue sa route, et comme vous vous en doutez certainement, ce n'était pas un camion, et heureusement, il n'était pas sur la route, d'ailleurs, il était juste à côté. C'était un objet de forme soucoupe. Oui, c'est une sorte de soucoupe extrêmement lumineuse, effectivement, qui irradiait tout le paysage. Et honnêtement, la voiture a eu quelques ratés, mais il est parvenu à passer. Il a pris la peur de sa vie, il y a eu quelques effets derrière. Bon, mais je ne suis pas là pour vous raconter le cas. C'est pour vous donner un exemple de positionnement préalable. Voilà. Donc l'objet, enfin, quand je dis l'objet, c'est un cas un peu particulier, c'était un double objet. Il y avait 2 objets superposés l'un sur l'autre. Et c'était à 10-20 mètres dans le champ, à côté. Voilà. Donc ça, positionnement préalable, 60% des cas. L'arrivée impromptue sur zone, maintenant. Alors ça, c'est un cas auquel je tiens beaucoup parce que je connais très très bien le témoin depuis 30 ans et ça s'est passé dans le même coin, à peu près. À vol d'oiseau, c'est pas loin. Alors là, c'est le contraire. On va l'appeler Chloé, c'est une jeune femme, très jeune à l'époque. Elle était allée à Chamonix, en Haute-Savoie, donner des cours de ski pour des enfants. Et elle redescendait, elle habitait à Antibes, elle redescendait donc sur la Côte d'Azur, chemin inverse. Elle avait quitté Digne, elle commence à entamer ses grandes lignes droites, et à un moment, c'est vrai qu'on peut faire un espèce de raccourci, entre guillemets, si on veut. On pique à gauche et on rentre dans un petit village, on rentre dans la montagne, là, vraiment, dans un petit village qui s'appelle Barème, qui est là tout de suite. Et tout de suite après Barème, vous rentrez dans la montagne, vous avez un village qui s'appelle Moriez, un col à 1100 mètres qui s'appelle le col des Robines, et vous redescendez sur Saint-André-des-Alpes et son immense lac. Donc, Chloé regarde sa montre à Barème, il est à peu près minuit moins 20. On est en novembre 1976. 4 minutes après avoir quitté Barème. Elle est au volant d'une Austin Mini 1000. 4 minutes après, j'ai chronométré parce que j'ai fait 2 fois la reconstitution avec elle. Donc, je connais très bien ce cas. Elle voit à travers son... Il fait très beau, très froid, très beau, une nuit très belle. Elle voit à travers son pare-brise à droite une sorte d'étoile très, très, très brillante et qui paraît bouger. Alors, comme c'est une très bonne connaisseuse de la nature, déjà à l'époque, elle se dit, tiens, ce soir, Jupiter est vraiment... voilà, il brille vraiment très fort.
Sauf que Jupiter se déplace de plus en plus vite, vient exactement à sa verticale et tombe sur la route avec un mouvement un petit peu en spirale, mais à une vitesse extraordinaire, et ça freine d'une façon qui l'a totalement éberlué, comme s'il n'y avait pas de gravité. Et Jupiter devient une espèce de toupie de toutes les couleurs qui tourne à toute vitesse sur la route, mais sans l'éclairer, curieusement. La lumière est interne. Alors, elle a freiné tout de suite, mais elle a gardé le moteur. Elle s'est serrée à droite, évidemment. La route n'est pas très grande. Hein. Maintenant, elle a été aménagée, elle est plus grande. Mais à l'époque, bon, elle freine, elle garde les phares allumés, le moteur en marche, et elle attend. Et tout d'un coup, la boule se suspend au-dessus du sol à peu près 1 mètre. Elle prend une apparence ronde, de couleur verte, et elle vient vers elle, sur la route. Comme la route, il aurait fallu que je t'envoie une photo parce que la route est un poil courbe quand même. Elle voit très bien que derrière la boule, il y a une espèce de chevelure verte qui commence à s'étirer. Elle appelle ça dans son jargon la barbe à papa. Donc derrière. Bon. Et puis l'objet, je dis bien l'objet, est arrivé vers elle et l'a croisée en fait. Donc elle arrêtée, cramponnée au volant. C'est pas compliqué. Si elle avait ouvert la vitre et qu'elle avait tendu le bras, elle aurait touché. Et elle a pu très bien le voir, cet objet. C'était une sphère d'1,50 m à peu près, noire, genre fonte ou acier, entièrement parcourue de trous. Et c'est par ces trous que sortait une espèce de gaz vert phosphorescent qui se plaquait sur la paroi de la boule. Un peu, elle dira, comme l'eau, quand vous roulez vite, l'eau de la pluie se plaque sur le pare-brise. Et ça passait derrière et ça faisait la fameuse barbe à papa, la fameuse chevelure. Donc l'objet passe à côté, la voiture reste phare allumé, il n'y a pas de problème moteur. Hein. Dès qu'elle est passée, elle saute sur un talouet, une petite colline, et elle part dans la forêt de la montagne qui monte, toujours sans éclairer, hein, sans éclairer le sol. À aucun moment, elle n'a éclairé le sol. Et elle était pourtant très lumineuse, d'un très beau vert lumineux, magnifique. Elle dit, elle a eu peur après, mais elle a dit, c'est le plus beau spectacle que j'ai vu de ma vie. Et l'objet va disparaître dans la montagne. Bon, elle repart tout de suite, et la peur va lui venir rétrospectivement parce qu'elle ne comprend pas ce qu'elle a vu. En fait, c'est sans doute la personne au monde qui a vu le plus près une de ces fameuses boules vertes dont on parle depuis 1947, puisque le Project Blue Book avait lancé un programme d'études, tellement il y en avait de ces boules vertes. Et elles ont toujours été vues depuis, hein, dans les maritimes, n'importe où ailleurs. Donc, voilà. Et comme c'est quelqu'un qui est quand même... alors, il faut savoir que c'est une très bonne artiste, elle a fait les beaux-arts, elle a été capable de faire un très beau dessin, elle a été capable de retrouver la couleur exacte de la chevelure. Et dès arrivée à Antibes, elle s'est dit, je remonte. Alors, 2 jours après, elle est remontée, elle est allée voir la gendarmerie, et curieusement, ils ne lui ont pas ri au nez parce que la même nuit, cette boule apparemment a été vue dans un champ au-dessus de Digne, entre Digne et Sisteron. Elle a été prise en chasse par 2 gendarmes à moto, en vain. Donc ils l'ont écoutée et ils ont fait un rapport d'enquête. Et elle a fait des photos sur place. Ces photos, je les ai. Alors, on était en 1976. Donc ça date pas d'hier, hein. Ça, il y a presque 50 ans là aussi. Voilà. On est dans un cas parfait d'arriver impromptu sur zone. Et il faut bien décortiquer la façon dont ça s'est passé. Hein. Jupiter arrive, vient à sa verticale et tombe devant elle à 200 mètres sur la route. Et ensuite vient vers elle. Ça, c'est un scénario typique d'arrivée impromptue sur zone. Alors jusque-là, vous avez votre liste et puis vous avez mis une croix. Hein, alors, c'est facile, hein, puisque c'est ou positionnement préalable ou arrivée impromptue sur zone. Donc ça va très très vite. Hein. Et à cette époque, beaucoup de gens, enfin, il y a des ufologues qui travaillent quand même, et ils commencent à se demander, mais c'est quand même bizarre cette histoire, parce que on dirait que le phénomène vient carrément provoquer le témoin, ou alors qu'il est là en train de l'attendre. Alors d'autres disent, mais non, mais non, mais non. Regardez bien ce que dit Fernand Lagarde, par exemple. Fernand Lagarde, immense ufologue et enquêteur de Lumière dans la nuit, beaucoup sur le terrain. C'est lui qui a dit... après avoir passé des mois, des fois, sur des affaires sur le terrain, il a dit, j'ai calculé, il y a 1 cas sur 10 qui arrive à notre connaissance. Pour le reste, c'est le silence. Bon. Alors, les types disent, mais attendez, 1 cas sur 10,
Prenons votre cas là, en 93, là, hein, par exemple. L'objet aurait pu être à 150 mètres dans le champ, toute lumière éteinte. Vous passez à côté, vous ne le voyez pas. Si vous êtes pressé de nuit, oui, ça se tient. L'argument est recevable. Hein. Donc, il y a cette discussion qui s'instaure à l'époque. On est vers 72, 73, 74. Mais il y a un autre élément. Vous avez vu que vous avez 3 colonnes. Il y a un autre trublion qui va faire son apparition. J'ai nommé le stimulus. Ah, alors le stimulus en ufologie, c'est l'exemple typique de quelque chose qu'on a sous le nez depuis le début. Parce que moi, j'ai travaillé sur un cas qui remontait à 44. Et déjà, ça y était. Et vous savez, c'est comme dans la vie. Vous voyez à peu près, des fois oui, des fois non, ce que vous avez sous les yeux, mais ce que vous avez sous le nez, vous le voyez rarement. Et bien, c'est exactement ça. Exemple, on va prendre des exemples. Comment commence Valençol, le cas français le plus connu? Alors, je me suis amusé, j'ai posé la question à une dizaine de personnes qui connaissaient bien le cas. Et dans 8 cas sur 10, on m'a répondu, c'est un brave cultivateur de lavande hein, qui, très tôt le matin sur son terrain, a observé un objet qu'il a pris pour une petite voiture, une Dauphine précisément. Il s'est approché et non, c'est pas comme ça que commence Valençol. On a la chance de bénéficier de 3 enquêtes officielles. Relisez la manière dont ça commence et vous aurez des surprises. C'est pas du tout comme ça que commence Valençol. Deuxième exemple, le cas de la plaine des Cafres, c'est peut-être le deuxième cas français le plus connu, à La Réunion en juillet 68, 31 juillet 68. Là aussi, c'est un espèce de petit fermier, oui, de petit paysan, qui est dans une clairière isolée qu'il connaît bien, hein, et qui est accroupi, qui cherche des herbes pour ses lapins. Bon. Et tout d'un coup, il voit à 20 mètres devant lui un objet qui est à peu près à 50 cm, peut-être 1 mètre du sol, très lumineux, d'une luminosité bleutée, et en grande partie transparent. Et il y aura une enquête de gendarmerie très bien faite. Hein. C'est là où on a trouvé des traces de radioactivité sous l'objet, et y compris sur les vêtements du témoin. C'est comme ça que commence le cas de la plaine des Cafres? Eh bien non. On a la chance d'avoir l'enquête de gendarmerie qui est facile à trouver. Elle existe même dans un livre de Jean-Claude Bourret, je crois, mais elle est très facile à trouver. Relisez la façon dont ça commence et vous verrez que chaque fois, il y a eu un stimulus qui a attiré l'attention du témoin et que quand on repasse le cas à l'envers, finalement, on commence sérieusement à se demander, mais est-ce que l'observation aurait eu lieu s'il n'y avait pas eu le stimulus hein alors, vous connaissez le proverbe, hein, une fois ça va, 10 fois ça va, mais 100 fois ça ne va plus. Quel est le taux statistique des stimuli alors, pour les positionnements préalables, il est de 50-55%. Pour l'arrivée impromptue sur zone, ça monte jusqu'à 65%. Eh bien, c'est par les stimuli que l'on a découvert l'intentionnalité. Pourquoi? Parce qu'il existe des cas dans tous les pays, alors il n'y en a pas des milliers non plus, hein, mais vous en trouverez, si vous faites un travail en profondeur, vous en trouverez dans tous les pays, où le stimulus, dans des conditions bien particulières, a duré 1 heure. 1 heure, pas 2 minutes. Hein. Et finalement, les témoins sont sortis, parce que c'est toujours le même scénario, les témoins sont dans un espace clos, comme à Valençol d'ailleurs, le témoin était dans un espace clos, dans son cabanon en train de chercher des outils, quand il a entendu un sifflement qui n'arrêtait pas et il est sorti pour explorer son terrain. Et à la plaine des Cafres, il y a quelque chose comme ça aussi. Donc, le stimulus, oui, au singulier, le stimulus, qui dure 1 heure, les gens finissent par sortir et comme par hasard, c'est évidemment là que tout commence. Du coup, on est vers 1974-75, cette fois, il n'y a plus de doute. Les chercheurs français savent. Ils ne sont pas les seuls d'ailleurs à savoir, mais ils savent. Le public ne sait pas, mais les chercheurs savent. Il y a intentionnalité sur les rencontres approchées, la question étant de savoir si toutes ou seulement quelques-unes d'entre elles, bien sûr. Alors, ce débat dure toujours d'ailleurs. Moi, j'ai lu à peu près 7000 cas de RR3, à peu près tout ce que je pouvais trouver.
Ma conviction, c'est qu'effectivement, dans les rencontres rapprochées, il n'y a pas une rencontre rapprochée sans intentionnalité. C'est partout. À la même époque, apparaissent d'ailleurs, comme par hasard, mais ce n'est pas un hasard, des concepts nouveaux. On commence à parler, peut-être en avez-vous entendu parler, d'ostentation. Certains disent le phénomène a un comportement ostentatoire. Quelle est la définition de l'ostentation? C'est le désir un peu trop visible, on va dire, de se montrer à tout prix. C'est le propre d'ailleurs d'un acteur de théâtre. On appelle ça un cabotin dans le théâtre. Et parallèlement à ça, vous avez des gens qui s'intéressent principalement sur le corps central, hein, sur les séquences, et eux commencent à dire, on peut retrouver dans la littérature de l'époque, hein, ce phénomène paraît quand même avoir un comportement histrionique. Qu'est-ce que c'est qu'un histrion? Eh bien, dans la Rome antique, c'est un acteur de théâtre. Vous voyez que ça s'emboîte assez bien avec l'ostentation. Hein. Donc, à partir de ce moment-là, les chercheurs français savent, mais pas seulement eux. John Allen Hynek lui-même le sait, le dit et l'écrit. Alors là, je vais vous demander de ne pas me faire confiance non plus. Dans son livre célèbre OVNI, mythe ou réalité, il le dit. Il dit, mais on a vraiment l'impression que ce qui est présenté en tant que séquence aux témoins, c'est voulu, c'est intentionnel, et il faut s'interroger là-dessus. Ne me croyez pas sur parole, page 170 de l'édition française, donc Belfond de 1974. Vous trouvez tout de suite. Il y a une autre personne qui le dit aussi, c'est Gabriel Veraldi. Alors Gabriel Veraldi a fait une très très belle introduction au livre assez célèbre aussi de Peter Sturrock, La science devant l'énigme des ovnis. Et il le dit avec un peu les mêmes mots qu'Hynek, mais de manière beaucoup plus travaillée, si vous voulez, hein, intellectuellement. Donc lisez si vous avez La science devant l'énigme des ovnis, relisez l'introduction de Gabriel Veraldi, vous verrez qu'il y consacre pas mal de choses à ça. Alors, arrivé à ce stade-là, vous voyez comment une caractéristique est aussi une clé qui modifie automatiquement. C'est une vieille règle d'ailleurs des sciences cognitives. Hein. Le cognitif, c'est-à-dire la connaissance que vous allez acquérir, modifie la perception, toujours. C'est automatique dans tous les domaines de la vie. Et puis, donc, si vous prenez Valensol, par exemple, et que vous appliquez la caractéristique intentionnalité, eh bien, la première conclusion, c'est que Valensol ne s'est pas déroulé au hasard. C'est que c'était totalement voulu, tout ce qui s'était passé. Et que même le témoin, il a été sifflé. On peut même dire ça comme ça. Bon. Et puis, il y a un autre problème aussi. C'est qu'il faut en venir maintenant aux conséquences. Ce n'est pas le tout de constater une caractéristique et un certain comportement. Nécessairement, il y a des conséquences. Et l'être humain n'aime guère les conséquences. Il y en a pourtant 4 qui s'enchaînent avec l'intentionnalité. Bon, premièrement, je l'ai dit, ces cas ne se déroulent pas au hasard, contrairement à ce qu'on croyait. Ils sont l'objet d'une intention délibérée. Deuxièmement, alors ça c'est un peu plus difficile à avaler, les témoins non plus ne tombent pas par hasard sur le cas, sur l'objet qui les attendait là. Et en fait, ça oblige à revoir notre considération d'un cas de rencontre rapprochée et à intégrer les témoins dans l'intégralité de la manifestation. Ça, c'est déjà un peu plus difficile, mais il faut simplement se souvenir que, vous savez, l'histoire de 54, l'ouvrier qui part en pédalant sur son vélo le matin et qui tombe sur un objet planté dans le champ juste à côté, pas du hasard, c'était voulu. Troisième conséquence, ça me fait plutôt plaisir. Alors, j'ai toujours considéré que les rencontres rapprochées, c'est le thème que j'ai choisi hein, depuis le début, n'étaient pas seulement des cas extraordinaires situés à l'extrémité de la classification Hynek. Ils le sont, bien sûr. Mais j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose d'autre derrière, qu'on ne comprenait pas, qu'on n'appréhendait pas. Et j'en suis arrivé personnellement à dire qu'une rencontre rapprochée, c'est un élément central de l'interaction de cette intelligence avec nous. Et je le dis dans ce sens-là. Hein. Ben, évidemment, nous, par la force des choses, on est en interaction aussi. Mais nous, on n'a pas le libre arbitre ni l'intentionnalité derrière. C'est cette intelligence qui provoque ça. Donc ça, c'est important. Et j'en viens maintenant à la dernière conséquence. Quand vous vous trouvez face à une
à un problème d'intentionnalité générale, c'est-à-dire à une volonté, à une énergie, à une dynamique. Généralement, elle tend vers un objectif, un but, ce qu'on appelle dans une enquête policière un mobile. Et du coup, ça déplace le questionnement. Quel est ce mobile? Ça, c'est une question de recherche tout à fait intéressante, une question intéressante. On aura peut-être besoin d'y revenir avant la fin. Voilà. Donc, vous voyez comment l'intentionnalité, une simple caractéristique, modifie la perception qu'on peut avoir des choses. Alors, il faut savoir que l'intentionnalité, c'est le début de la séquence, hein, et la façon dont ça se termine est concernée par l'élusivité. Ce qui fait que l'intentionnalité, c'est comme une pièce de monnaie, si vous voulez, vous la mettez comme ça. Une face, c'est l'intentionnalité, l'autre face, c'est l'élusivité. Autrement dit, on est face à un phénomène qui, dans les rencontres rapprochées, se montre volontairement, et dès qu'il s'est montré, dès qu'il a fait ce qu'il avait à faire, s'évanouit, disparaît. Et il y a certainement un mobile au milieu. Lequel? Voilà. Ça, c'est des questions qui animent la recherche. Et c'est des questions sur lesquelles j'ai réfléchi et j'ai travaillé pendant assez longtemps. Bon, on va y revenir. Alors, maintenant, je veux aborder rapidement, parce qu'on n'aura pas le temps, la 8e et dernière caractéristique, celle qui constitue le titre du livre, la dimension spéculaire. Mot qui a l'air savant, mais qui en fait vient de l'italien specchio, qui signifie miroir. Donc, on devrait dire la dimension en miroir. En miroir de qui, de quoi? Mais en miroir de nous, justement. D'où la dangerosité extrême de cette caractéristique et le fait qu'elle fait l'objet d'un biais cognitif généralisé parce que personne ne veut voir. Les seuls qui s'en sont vraiment emparés, c'est les sceptiques, en fait. Parce qu'évidemment, on voit très bien ce qu'ils peuvent en faire et pourquoi. Donc, il faut savoir que dans la dimension spéculaire, la principale déclinaison est mieux connue sous le nom de mimétisme ovni. Elle est connue depuis longtemps, hein, cette déclinaison. Elle a longtemps fait l'objet là aussi, d'un biais cognitif, parce qu'on voyait bien le danger qui est recelé par ça. Mais vous savez, un chercheur qui tourne la tête, ce n'est plus un chercheur. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas tourné la tête, j'ai travaillé là-dessus pendant des années. Et alors, ce que je peux vous dire pour l'instant, il y a 3 niveaux de mimétisme. Le premier, qui est le plus connu, parce qu'il y a beaucoup de cas qui s'apparentent à des observations classiques d'OVNI, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est mimétique, mais c'est la même chose. Donc, il suffit de le voir, de le dire, et on s'en rend compte tout de suite. On peut le définir de la manière suivante. Cette intelligence, ce phénomène, possède des capacités visiblement métamorphiques, et il est capable de nous montrer des copies rarement exactes, d'ailleurs, d'artefacts humains, principalement aériens, mais pas toujours. Il arrive que ce soit des choses à ras du sol. Et là encore, on n'a pas fait attention à certaines choses parce qu'on ne voulait pas les voir, tout simplement. J'ai pas enquêté, j'ai contre-enquêté sur un cas grâce à un grand enquêteur, parce que je tenais absolument à rencontrer. Alors le mari était décédé, c'était un couple d'enseignants, et la femme était toujours là. Ils ont été tellement choqués qu'ils ne voulaient plus en entendre parler de ce qu'ils ont vu dans la montagne, un objet qui ressemblait à une Micheline, une locomotive, on va dire, et qui, en décollant, s'est littéralement transformé en un disque avant de ficher le camp. Ça, c'est 1957, et ça a fait la première page de Lumière dans la nuit en 57. Personne n'en a parlé, personne n'a regardé. On aurait dû se méfier. Donc, on a énormément d'objets qui sont mimés, principalement aériens, je le répète, mais également des petits objets, ça arrive au niveau du sol, et on a quelques cas, on n'en a pas des milliers non plus, où des voitures ont été mimées, même des motos d'ailleurs, il y a quelques cas, mais c'est souvent les trains. Et il y a même une enquête, des gendarmes qui ont vu ça et qui ont fait un rapport qu'on peut trouver en France. Donc quelque chose de très dérangeant. Mais c'est rien à côté de ce qui arrive. Parce qu'il y a un deuxième niveau, et c'est là que les ennuis commencent vraiment, c'est un niveau que je qualifierais de contextuel, au sens historique, c'est-à-dire un contexte large historique. Les Allemands ont un autre mot pour qualifier ça, c'est le Zeitgeist, ce qui signifie l'air du temps. C'est pas mal vu, c'est assez juste. Il semble
que cette intelligence soit capable de s'insinuer dans certains contextes historiques de manière très habile et où ils parviennent à se nier en plus à travers ce contexte. Et là, il y a quelque chose qui, sur un plan général, est encore plus dangereux, évidemment. Et surtout, il y a une autre chose qui m'a toujours stupéfaite, c'est que autant le premier niveau, on s'en aperçoit tout de suite, autant là, vous êtes dans le bain, vous en apercevez pas. Il faut laisser passer le temps qui est un révélateur impitoyable. Et 20-30 ans après, on s'en aperçoit. On se dit, ah mais attends un peu là, il y avait ce contexte-là, mais ce qu'on a vu, il y avait un rapport avec ce contexte. Et évidemment, les sceptiques vont vous dire, bah évidemment, hein, puisque tout n'est que confusion, bien sûr. Vous voyez un peu le danger du truc. Hein. Alors je vais vous donner un exemple. Hein. La vague de 46 en Scandinavie, qui est assez connue quand même, qui est la vague la mieux enquêtée d'ailleurs de toute l'histoire ufologique, et pour des raisons évidentes, puisqu'on a pensé que c'était des fusées russes sur la Baltique et la Scandinavie. Les Américains ont même délégué deux personnalités de haut plan pour superviser tout ça, hein, Hélène Cottéer et un aviateur célèbre. Bon. Et puis on s'est aperçu que ce n'était pas les Russes. Mais 20-30 ans après, on s'en est aperçu. Et on a commencé à dire, mais attendez un peu, là, le contexte de l'époque, on sort de la Seconde Guerre mondiale, tout le monde a en tête l'histoire du V2 allemand, qui est la première fusée réellement stratosphérique capable de frapper n'importe où, et on rentre dans la guerre froide. Et qu'est-ce que c'est que la guerre froide? Au-delà de l'affrontement entre les deux blocs, c'est des milliers de fusées de chaque côté porteuses de chars nucléaires. Faut-il s'étonner que il y a à peu près 600 cas hein, de fusées fantômes à l'été 46. Faut-il s'étonner qu'on assiste au premier crash de rien? Vous avez notamment un ingénieur qui a vu la fusée tomber, mais à courte distance, hein, à 150 mètres. Il a même vu les ailerons derrière. Elle est tombée dans le lac devant son chalet, le lac faisant 1 mètre de profondeur. L'armée est arrivée immédiatement, la police, avec des moyens énormes. Ils ont mis 3 semaines à sonder le lac. Ils n'ont rien trouvé. Il y en a d'autres qui ont chuté sur le sol. Ils n'ont rien trouvé non plus. On n'a pas trouvé quoi que ce soit. Il y a des bruits qui circulent, mais rien trouvé. Donc ça, c'est un exemple qui est assez frappant de dimension contextuelle, mais il y en a, moi j'arrête pas d'en trouver personnellement. Et c'est souvent sur de petits événements qui passent inaperçus, du style, tiens, il y a un ballon Goodyear dirigeable qui est dans le coin là, hein, et puis à 50 bornes de là, il y a des gens qui vont voir un dirigeable qui est une véritable parodie du vrai, qui est ridicule, hein, mais qui est gris et jaune aussi. Deux femmes vont être témoins de ça et ça n'a jamais été expliqué. Évidemment, ça a été immédiatement invalidé. Ben, c'est une confusion, mais une confusion à 50 km de distance. Enfin, c'est impossible. Mais le phénomène s'est nié lui-même comme ça. Alors ça, c'est des petits exemples, mais il y en a plein, plein. Donc ça, c'est quelque chose de très, très étonnant et qui, évidemment, pousse à s'interroger et puis qui est très déstabilisant hein, aussi, il faut le reconnaître. Donc, au point que beaucoup préfèrent tourner la tête. Hein, je les comprends, bien sûr. Voilà. Donc, il y a un troisième niveau après ça. Ça, je ne vais pas en parler parce que ça nous entraînerait trop loin. Et puis, il est assez limité. C'est un niveau où la manifestation est personnalisée, si vous voulez, voilà, par rapport au vécu du témoin. Donc ça, c'est quelque chose, moi j'ai travaillé sur un cas comme ça, et je travaille encore d'ailleurs, un cas extraordinaire, mais je reconnais que 45 ans après, je ne suis pas encore capable de produire une explication rationnelle enfin, ou admissible de ce qui s'est passé. Voilà. C'est des cas vraiment les plus dérangeants qui soient. Et il y en a. Il y en a moins que les autres, mais il y en a un peu partout, ces cas. Donc voilà, c'est les 3 niveaux du mimétisme. D'accord. Alors maintenant, j'en reviens, enfin, je glisse sur la notion de phase. Quand vous regardez sur la profondeur historique, vous vous apercevez qu'on peut, alors est-ce que c'est une projection de soi-même, est-ce que c'est arbitraire, est-ce que c'est justifié? On ne peut jamais en être sûr. Mais on dirait qu'il y a des phases. La première phase qui commence donc fin du 19e et va s'achever oui, autour de la Seconde Guerre mondiale, c'est une phase d'imprégnation à bas bruit, je dirais. À bas bruit veut dire que la presse n'en a pas parlé, les gens n'en ont pas parlé, ça n'a pas été médiatisé, et le secret de famille a joué plein pot, hein, en plein. On commence à peine à s'en apercevoir aujourd'hui. Voilà. Cette phase va s'achever doucement. On peut pas,
on ne peut pas dire, tiens, à partir de ce cas, c'est vraiment différent. C'est pas comme ça. Elle s'achève doucement, sans heurts, et dès la Seconde Guerre mondiale terminée, on passe sur ce que j'appelle une phase d'accroche, qui porte bien son nom, puisqu'il y a 47 au milieu, c'est le début de l'ufologie médiatique. Et là, le phénomène va prendre son envol réellement médiatique et dans la population, et dans les populations, mais d'un point de vue de recherche, on a une vision un peu différente. Il y a deux caractéristiques essentielles qui se dégagent de cette phase. La première est assez connue, on assiste à l'atterrissage de gros appareils, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et ces gros appareils, avec ou sans vision humanoïde d'entité, vont laisser des traces, la plupart du temps, très souvent en tout cas. Quand je dis de gros appareils, ça peut être jusqu'à 7 mètres de haut. Donc 7 mètres de haut, c'est au moins un immeuble de 3 étages, hein, minimum. Hein. C'est même 4, je pense. Je pense au cas d'Abbiate Guazzone en Italie, qui a laissé des traces très importantes. Vous avez le cas d'Angel Holm en 1946, juste avant la vague de l'été, en Suède, donc en Suède du Sud, en Scanie, où là aussi, c'est un appareil qui fait dans les 17-18 mètres d'envergure, qui va laisser des traces très importantes. Alors, un appareil qui est totalement en phase avec les représentations mentales de l'époque, hein, puisqu'on a une espèce de gros aileron en dessous, dont on retrouvera les traces aussi. Il faut se rendre compte, le cas a eu lieu en 1946. Au début des années 60, il y a encore des amateurs qui louaient des Jodel, des petits monomoteurs en Suède, pour aller survoler et photographier les traces. Elles étaient toujours là. Et aujourd'hui, la municipalité a fait une espèce de petite sculpture pour sanctifier l'événement, on va dire. Bon. Donc, beaucoup de gros appareils se posant, beaucoup de traces non travaillées. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'ufologie n'existait pas. Personne s'y est intéressé, même les journalistes. Par exemple, à Abbiate Guazzone, il y a eu des traces, mais le terrain était détrempé, il y a eu des traces énormes. Il n'y a même pas un journaliste qui est venu faire une photo. Donc, on n'a pas de photo du cas d'Abbiate Guazzone, des traces au sol à Abbiate Guazzone, ce qui est extraordinaire, en 1950. Hein. Et vous avez un tas de cas un peu partout sur la planète comme ça. Vous avez un cas qui date de 1939, je crois, en Espagne. Juan Ballester Olmos disait qu'en 1980, les traces étaient toujours visibles, hein, quand même. Donc, dans cette phase d'accroche, c'est un côté extrêmement objectif, si vous voulez, cette histoire de traces. Ça va aller en s'amenuisant, hein, tout ça. À partir des années 60, il y en a encore, 70, et dans les années 80, ça va s'achever. On aura de moins en moins de traces au sol, et surtout de moins en moins de gros appareils qui se posent. À côté de ça, il y a l'activité OVNI telle qu'on la connaît, telle qu'on peut la lire partout, hein, après la Seconde Guerre mondiale. Et je vous ai dit, il y a deux caractéristiques étonnantes. Alors, la première, je viens de vous en parler, mais il y en a une deuxième. C'est que parallèlement à toute cette activité-là, se sont produits des cas que je qualifierais pour l'instant de disruptifs, dans le sens où ils étaient en rupture totale avec ce qu'on voyait à l'époque. Or, ces cas n'étaient pas nouveaux, puisqu'on en trouve 15 dans l'entre-deux-guerres. Alors, j'ai une histoire qui a croisé cette affaire-là, moi. La première enquête importante que je fais, c'est en 1975, sur un cas qui s'était déroulé à Beau-Soleil en juillet 1951. Et j'ai eu la chance incroyable de pouvoir rencontrer la survivante du trio. Il y avait une femme, donc une femme au foyer, son mari électricien, et il y avait un ami d'enfance policier. Ça a été les trois témoins. Non, c'est pas celui-là. Hein. Celui-là, c'est celui de Tripoli. Non plus. Hop. Oui, remonte. Voilà, qui est. Voilà, le cas de Beau-Soleil. Donc, il y avait ce soir-là une représentation théâtrale organisée par la mairie sur la place des Martyrs à Beau-Soleil. Beau-Soleil, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit village. Oui, on peut appeler ça un village qui jouxte Monaco, le rocher de Monaco par le haut. Alors, aujourd'hui, c'est très interpénétré. Et donc, les gens étaient venus, il faisait beau, il faisait bon, ils étaient venus assister à cette pièce donnée en plein air par un groupe de théâtre itinérant. Et les témoins sont arrivés un peu en retard par une rue adjacente. Et en arrivant sur la place, en fait, tous les spectateurs, il y en avait presque 200, leur tournaient le dos. Ils ont vu quelque chose, alors qu'ils ont identifié, ils se sont dit, bon, c'est peut-être
comment dire, une sorte d'animation de fête foraine. Voilà. Et ils se sont approchés. Et de cet objet, ils s'en sont approchés très près, à peu près à 4 mètres. C'est ce qui est très près. Hein. L'objet ne touchait pas le sol. Vous l'avez dans le dessin qui a été fait ici. J'ai fait un dessin sur place à l'époque. Alors, cet objet ressemble. On a parlé de ballon de rugby. Voilà. Les témoins ont parlé d'un ballon de rugby en verre, VE2RE, hein, entièrement transparent. Et à l'avant, il y avait deux petits personnages dont ils ont surtout vu le premier, qui était avec une combinaison claire, qui semblait regarder la scène de théâtre. Alors, les témoins ont rapidement compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Ils ont commencé à hurler pour attirer l'attention des gens. Et l'objet a fichu le camp en l'espace de moins d'une seconde. Elle m'a dit moins d'une seconde. Il y a eu un très léger sifflement à peine perceptible. Et une seconde après, il était déjà derrière une maison et il a disparu. Euh, je signale aussi que d'après la femme, l'intérieur était légèrement plus lumineux que la luminosité ambiante. Il faisait encore parfaitement jour. Hein, en juillet, à 21h, il fait jour. Surtout sur la Côte d'Azur, la nuit ne tombe pas avant 22h. Donc voilà, ces gens ont été, non pas traumatisés, mais quand même fortement interpellés par ce qu'ils ont vu. Et elle m'a dit, mais on se voyait régulièrement tous les week-ends, on a passé notre vie finalement à discuter et à se demander ce qu'on avait vu. Bon. Donc je fais l'enquête à l'époque pour Lumière dans la nuit, ça passe l'année suivante dans Lumière dans la nuit. Alors quel était cet objet entièrement transparent? Vous voyez bien un certain niveau d'absurdité quand même. Hein. Alors les deux personnages étaient côte à côte comme dans une voiture, l'objet entièrement transparent. Première question évidemment qui se pose, où se trouve le système de propulsion? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Est-ce qu'il y a une dimension, je ne sais pas, symbolique ou dedans? Enfin, voilà, les questions se sont posées et puis le temps a passé. Quelques années plus tard, quelle n'est pas ma surprise de découvrir qu'un an à peu près, 14 mois avant Beau Soleil, donc en mai 1950, avait eu lieu un cas très très semblable, pas tout à fait semblable, mais très semblable. À Vaux-en-Dieulet, un petit hameau perdu dans les Ardennes, là devant deux témoins, encore une fois. Alors l'objet s'est annoncé par des phénomènes lumineux assez extraordinaires, mais il n'a pas touché le sol non plus. Donc là, on est dans une arrivée impromptue sur zone. Et cet objet a laissé des traces au sol dans la mesure où il y avait une tache d'herbe brûlée qui a perduré pendant plus de 6 mois. L'enclos, les vaches se sont affolées, elles ont cassé l'enclos. La femme a eu très très peur, c'est elle qui a parlé après d'ailleurs. Bon, mais ils ont gardé le silence assez longtemps aussi. Donc je crois que tu as le dessin aussi de Vaux-en-Dieulet, hein, mai 1950. Donc on est encore une fois hein, dans un cas, ça doit être juste après normalement s'il y a une chronologie. Donc vous voyez, non, alors peut-être que tu l'as pas. Non, non, ça c'est des cas plus loin, non, non, tu l'as pas. Fais Ok. voir, non, non, non. Donc Vaux-en-Dieulet, un cas inexplicable aussi. Hein. Et puis le temps passe encore, et comme je lis l'italien couramment, je découvre presque une décennie après que en août 1947, alors là, cette fois-ci, on est 5 ans avant Beau Soleil, 4 ans avant Beau Soleil, avait eu lieu à Bordano, un petit village du nord-est de l'Italie, un cas, encore une fois, très semblable, là, vraiment très semblable à Beau Soleil, devant un témoin cette fois-ci. Bon, je suis comme vous, je préfère qu'il y ait plusieurs témoins pour ces histoires. Euh, et le témoin se trouvait en surplomb du village et il a vu l'objet évoluer au-dessus du village. Il a d'abord cru, allô, voilà, oui, oui, c'est celui-là. Il a d'abord cru que c'était une sphère. Et puis, quand il est passé devant lui pour disparaître, il a vu que c'était un œuf hein, ovoïde entièrement transparent avec deux personnages dedans. Donc là, on est beaucoup plus proche de Beau Soleil. Voilà. Et puis, après, au fil de mes pérégrinations, parce que j'ai quand même eu, je vous l'ai dit, 7000 cas, je me suis rendu compte que ces cas étaient quand même beaucoup plus nombreux que ce que l'on pensait. Bizarre. Et puis, il faudra attendre, alors dans l'histoire des idées, il faudra attendre 1978 et un livre très célèbre de Bertrand Meust, dans le sillage d'Aimé Michel, là encore, pour qu'il révèle l'existence de ces cas et leur donne un nom, puisqu'il parlera d'effet vitrine. Dans le cadre de ce qu'il appelle un space opéra, c'est-à-dire un système de représentation. Alors,
À partir de ce moment-là, on est capable de classer l'effet vitrine euh, qui peut aller, il y a plusieurs couches, si vous voulez. Ça peut aller de, bon, comme un beau soleil, hein, d'un objet entièrement 100% transparent avec des êtres dedans. Ça peut aller jusqu'à un objet partiellement transparent avec généralement une coque dessous. C'est celui que tu as montré tout à l'heure, le cas de Tripoli en octobre 54 en Libye, qui a laissé des traces aussi d'ailleurs. Un cas très, voilà, celui-là, un cas très intéressant aussi. Là aussi, le fermier, qui était italien d'ailleurs, il y a beaucoup d'Italiens en Tunisie, a été réveillé à minuit par une lumière extraordinaire qui perçait sa fenêtre. Il s'est habillé, est allé voir dans le champ et il s'est approché très près, il a failli le toucher, l'objet. Donc, avant qu'il ne redécolle, etc. Voilà. Alors, des cas comme ça, vous en avez beaucoup, c'est les plus nombreux. Hein. On peut parler de type 2 en effet vitrine. Et vous avez enfin un autre type encore, qui sont de gros appareils qui peuvent faire jusqu'à 20 mètres d'envergure. Alors là, généralement, voilà, dont l'exemple typique est le cas de Aubagne en 1959, en octobre 59, devant cette femme et ses trois enfants. Alors là, généralement, il y a une énorme baie vitrée et vous voyez des êtres derrière. Alors le cas est, moi je l'avais d'abord appelé le sous-marin volant parce que j'ai l'habitude de donner des noms au cas. Et puis finalement, je l'ai appelé la croisière s'amuse parce que les gens qui étaient derrière étaient des gens comme nous, assez beaux gars en plus, a dit le témoin, mais habillés tous en blanc, comme des officiers de marine. Il disait mot, il la regardait, et tout d'un coup, dès qu'elle a appelé son mari, l'objet a filé à une vitesse extraordinaire. En le cas, oui, on est dans la croisière s'amuse, il manque plus que l'orchestre et les flonflons, et c'est la totale. Vous voyez l'absurdité du cas. C'est totalement impossible d'accepter des choses pareilles. Sauf que j'ai encore croisé cette histoire parce que grâce à un ami qui faisait ses études d'architecture à Marseille en 76, on a réussi à retrouver le témoin. Et les enfants devenus grands, qui tous se souvenaient parfaitement de l'incroyable objet, qui était d'ailleurs parti en laissant une espèce de traînée derrière lui, comme un nuage de neige carbonique, et deux traînées comme ça. Et évidemment, les discussions allaient bon train, mais comment voulez-vous penser une absurdité pareille? Le propre de l'absurdité, c'est la privation du sens. Hein. À partir du moment où il n'y a pas de sens, chacun peut dire n'importe quoi, et on ne peut pas appréhender ces cas, c'est très difficile. Donc, plus je vais aller, plus je vais me rendre compte que les effets vitrines sont en fait beaucoup plus nombreux que ce qu'on imagine généralement. J'ai d'ailleurs fait, y a de gros cas dans tous les pays, notamment le cas de Ponteros, je pense que tu l'as, en Espagne, qui est un des plus gros cas espagnols avec une trentaine de témoins, qui est typiquement un effet vitrine. Il y en a un tas d'autres, notamment il y en a un très intéressant au Canada, dans les presqu'îles de Vancouver. Voilà le cas de Ponteros. Ce que tu avais avant, c'est un cas qui date de 1927 en Italie, où la jeune femme voilà, là, qui avait été étendre son linge, ça c'est le fleuve Pô, hein, c'est à l'embouchure du flot, on est en Vénétie. Tout d'un coup, elle a vu une sphère qui arrivait à toute vitesse, très lumineuse, qui a plongé devant elle à quelques mètres. Et au bout de 30 secondes, elle est remontée et elle est partie à aussi grande vitesse. Et elle a eu le temps de voir un énorme hublot avec un être qui la fixait à travers ce hublot. On est tout à fait dans le cadre de l'effet vitrine. Et elle n'a parlé évidemment que sur le tard parce que ce qu'elle avait eu, elle n'a jamais compris et c'était tellement extraordinaire que voilà. Et des effets vitrines, on en sort, à tel point que j'ai fini par faire des planches où je mets quelques-uns d'entre eux. J'en ai fait 4, peut-être en a quelques-unes. Voilà, ça c'est des cas en Angleterre. Voilà, des planches d'effet vitrine. Alors vous voyez la particularité, c'est la troisième caractéristique, c'est le cas protéiforme. Le phénomène ovni ne se produit jamais de la même façon. La structure est la même, vous avez toujours une surface vitrée plus ou moins importante dans laquelle on voit des êtres, mais si vous regardez bien les cas, ils sont tous différents. Et ça, c'est évidemment, c'est très déstabilisant. Pourquoi? Parce que dans les années 50, on pensait que les soucoupes volantes, pour prendre le langage de l'époque, étaient des engins construits comme nos avions en tôle et boulons et qui venaient en plus de la planète Mars. Mais au-delà de ça, on pensait qu'ils devaient suivre les mêmes schémas industriels que nous, c'est-à-dire que bon, il devait y avoir des pré-séries, des séries, et à partir de là, on a commencé à faire un travail sur les formes de façon à identifier les séries.
Bon, ce qui était logique de notre point de vue. On est en plein dans le cadre de ce que Aimé Michel appelait une projection centrique. Voilà. Et puis, quand on s'est aperçu que vous pouviez en isoler 500 de cas comme ça, mais il n'y en a pas un qui ressemblait à l'autre, euh, ça a commencé. Alors, ça, j'appelle ça le kaléidoscope, hein, personnellement, et c'est très déstabilisant. Et évidemment, beaucoup ont reproché à l'ufologie cette histoire. C'est la preuve absolue que c'est une création humaine, et donc il n'y a rien du tout derrière tout ça, à part des confusions et des projections mentales. Voilà ce qu'on entend. Voilà. Euh, C'est des sauf bêtises. que, ouais, sauf que il y a une autre possibilité, et c'est là qu'interviennent à la fois, on revient à la notion d'anomalie, on revient à la notion de ces deux outils dont on dispose, qui s'appellent l'éthologie, l'étude du comportement animal, donc, ou de dialogue avec des animaux, et la sémiologie. Euh, et c'est là-dessus que j'ai travaillé ces dernières années, pas mal. Hein. J'ai pris des cours particuliers en sémiologie, je me suis beaucoup intéressé. Notamment, j'ai été voir un livre pas facile, hein, chez celui qui passait pour le meilleur sémiologue du monde, Umberto Eco, que vous connaissez très bien, hein, parce que Umberto Eco écrivait le dimanche des romans pour se changer un peu les idées. Donc tout le monde connaît le nom de la rose et a vu le film, en tout cas avec Sean Connery. Mais voilà, c'est un très très brillant intellectuel qui était un sémiologue, hein, de profession, enseignant en faculté. Donc il a écrit ce livre et qu'on peut trouver, hein, pour quelques euros, on le trouve en livre de poche, mais je vous préviens, il n'est pas facile à lire. Hein. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, je vais vous le dire après dans le livre d'Umberto Eco, qui nous intéresse, nous, particulièrement. Mais avant, je vais revenir sur la notion d'anomalie. Pourquoi parle-t-on de métalangage? Pourquoi peut-on parler d'un métalangage? Parce que si on prend en compte les effets vitrines, qui sont manifestement un système de représentation, si on prend l'intentionnalité, donc tout ça est intentionnel, si on prend en compte le fait qu'il y a des anomalies qui émergent de la plupart des cas d'observation rapprochée auxquels on ne fait pas attention, il faut vraiment scanner la séquence centrale pour s'en apercevoir, et encore, c'est pas sûr. Je vous donne un exemple, comme d'habitude. Il y a un cas qui se déroule en août 1947 en Italie, dans le Frioul, c'est-à-dire l'Italie du nord-est, près de la frontière yougoslave, une région très montagneuse. Hein. Le témoin, qui est jeune, qui est un peu fatigué de la guerre, est venu se reposer pour une semaine. Il fait des marches dans la montagne et à un moment, il voit un objet qui apparemment s'est planté verticalement dans un éboulis de montagne. En plus, c'est un petit objet qui fait dans les 3 mètres d'envergure, qui n'est pas très grand, d'un rouge magnifique. Ben, on est au pays de la Ferrari, hein, bien sûr. Euh, et il s'approche comme ça, sans comprendre vraiment ce que c'est. Ça a une forme de soucoupe. Hein, et tout d'un coup, il voit arriver derrière lui, parce que la limite supérieure des arbres est juste derrière lui. Après, il n'y a plus rien, des éboulis et de la montagne. Donc, il voit surgir deux petits êtres, qui prend pour des scouts. Bon, alors, il les laisse s'approcher de lui, et à un moment, un des êtres met la main sur le côté, il sort un petit tube, et boum, il se prend un véritable choc. Alors, il ne perd pas conscience, mais il tombe par terre, à moitié paralysé. Voilà. Vous voyez, on est bien avant Valençol, hein, là, on est en 47. Hein. Bon, les êtres qui ont vraiment des yeux comme des poissons, qui sont vraiment bizarres, hein, avec un teint grisâtre, enfin bon, s'approchent, lui piquent le piolet, et retournent tranquillement, sans le regarder, vers l'objet. Ils ouvrent en haut et ils rentrent à l'intérieur, ils referment, et le témoin, il est là, toujours allongé par terre, il regarde ça. Il y a deux anomalies dans ce machin, mais il faut vraiment les repérer. Quand on lit bien, et je l'ai lu en italien, le récit du témoin, qui n'a pas démordu jusqu'à la fin de sa vie, hein, les êtres avaient, à la place de main, avaient 8 doigts opposables 4 à 4. Ça faisait une espèce de pince comme ça, si vous voulez. Ça, c'est la première anomalie pour certaines raisons, mais je ne vais pas insister là-dessus. Il y en a une deuxième, à laquelle on a encore moins fait attention. Il a dit, j'ai regardé l'objet, à un moment, j'ai senti les pierres bouger, et l'objet s'est mis à rétrécir. Et fou, il est parti comme un bouchon de champagne, à toute vitesse.
Ça, c'est l'anomalie. Complètement absurde, évidemment. Un objet qui rétrécit, ça ne va pas à la tête. Donc, un témoin a dit ça. On note. Mais quand vous vous apercevez qu'il y a d'autres cas dans le monde où les témoins ont vu la même chose et l'ont dit, alors, ce n'est pas des caractéristiques, hein, parce que 8 cas, par exemple, pour le monde, ça doit faire 0,01. Statistiquement, ce n'est pas une caractéristique. C'est une anomalie. Et il y a toujours une anomalie de ce type-là, pas la même, hein, mais dans la plupart des cas de rencontres rapprochées. Et ça, encore une fois, on ne me fera pas avaler que c'est un hasard. Ça évoque une forme de langage. Le mot est, moi, j'emploie le mot de métalangage, mais ça évoque des informations qu'on nous donne et peut-être que l'on compte sur la masse de ces informations, sur la récurrence de cette information pour que ça finisse par impacter un petit peu. Alors, je peux vous dire que ce genre de choses que j'ai l'habitude de repérer, je le repère tout de suite. Hein. Depuis 50 ans, c'est un exercice qui m'amuse beaucoup. Je ne laisse pas passer. Et ça intéresse évidemment beaucoup mon ami Philippe Guillemant parce que lui l'explique immédiatement. Hein. En fonction de ses propres théories, il me dit mais ça doit être que ça. Alors, je suis content que quelqu'un ne me dise pas arrête, c'est complètement absurde, c'est une hallucination. Hein, je racontais tout à l'heure le cas de l'effet cathédrale qui est une anomalie aussi. Hein. Ça remonte à une enquête faite par Joël Ménard à la fin des années 70. Un paysan voit un ovni posé à côté de sa ferme. Bon, innocemment, il s'approche, il regarde, il n'y a personne, et puis il voit qu'il y a une sorte de sas ouvert. Il passe la tête dans le sas. Et là, il a un mouvement de recul. Il a dit textuellement, c'était plus grand que l'intérieur d'une cathédrale à l'intérieur. Or, l'objet, il faisait 4-5 mètres dehors. Alors, du coup, il ressort la tête comme ça, il se dit, oh, j'ai la berlue. Donc, il regarde l'objet. Non, il fait bien 4-5 mètres. Il replonge la tête dedans. C'est grand comme une cathédrale. Comment voulez-vous qu'un scientifique accepte un truc pareil? Bon, sauf qu'il y a une dizaine de cas dans le monde comme ça, et que Philippe Guillemant m'a dit tout de suite, mais je peux l'expliquer immédiatement. C'est totalement en phase avec les thèses que je défends. Vous voyez, comme quoi. Donc, le fait qu'il y ait ces anomalies, et il y en a beaucoup, le fait qu'il y ait ces effets vitrines, un système de représentation, tout ça amène à prendre en compte une forme de langage. Encore une fois, je boucle depuis le début sur la même chose. Hein, quand je dis que la rencontre rapprochée est un peu plus que ce qu'on imagine et que c'est peut-être bien un moyen principal de l'interaction de cette intelligence avec nous et qu'il y a certainement un mobile puisqu'il y a intentionnalité, tout ça tourne en boucle, il n'y a rien à faire. Et il y a un moment où il faut... Voilà. Et c'est là que la sémiologie intervient. Alors, sémiologie, étude d'une forme de communication par les signes, au sens très large du terme. Ça peut être, elle joue beaucoup dans les films aussi, dans la filmographie, dans l'analyse d'un film. Ça, c'est un petit peu le sommet, mais ça joue sur de simples graffitis à décrypter. Ça joue sur énormément de choses, hein, la sémiologie. Et ça marche toujours de la même façon, puisque c'est une communication qui est universelle. Normalement, elle doit se retrouver partout. Bon, ok. Alors, elle marche comment? Elle marche sur un système triangulaire. Tu m'en as montré un, d'après ce que j'ai montré tout à l'heure. Là, tu dois avoir une. Regarde un petit peu, Patrice. Oui. Tu dois avoir une. C'est un système triangulaire à 3 composants. Donc, ça marche toujours comme ça. On va le voir là. Ça, j'en parlerai. Oui, voilà. Ça, c'est le truc de base en De sémiologie. base. Oui, oui. Remonte. C'était bien là ce que tu avais. Remonte. Voilà. Donc, ça commence par un signifiant. Alors, le signifiant, c'est l'outil qui porte le message. Ce n'est pas le message, hein, c'est l'outil qui le porte. Et il délivre à l'autre bout un message qu'on appelle le signifié. Donc, le signifiant signifie un signifié. Et tout ça est fait au bénéfice de ce qu'on appelle un percipient ou un observateur. Et j'ai mis un T parce qu'en ufologie, c'est ce qu'on appelle un témoin ou des témoins. Voilà. Donc, ça fonctionne. En principe, le témoin perçoit d'abord le signifiant. En général, c'est comme ça. Et de là, il décode ou pas le signifié. Ça dépend de la qualité du signifiant. Voilà. En gros, très résumé. Alors, la photo d'après, le dessin d'après, voilà. Regardez en haut. Vous avez la même chose, mais un exemple qui est pris dans notre tradition à nous, enfin, terrienne, je veux dire. Vous reconnaissez un idéogramme en haut à gauche, qui est un idéogramme donc sino-japonais.
Mais à moins que vous ayez fait du chinois ou du japonais et de la calligraphie avec, vous êtes bien incapable de dire quel est le signifié. Hein. C'est très difficile. Dans une situation pareille, il faut injecter de l'information en fait. Et ici, ça se fait en diminuant le niveau de stylisation de l'idéogramme, ce que vous avez en bas. Alors regardez-le maintenant, ça c'est l'idée ancestrale. C'est un petit chinois ou un petit japonais qui marche sur un chemin en tenant une lanterne devant lui à la main pour éclairer son chemin. Raison pour laquelle cet idéogramme signifie la route ou le chemin. Et en japonais, on dit do, en chinois dao, et ce do, vous le connaissez très bien en fait. Vous voyez comme quoi le cognitif modifie la perception. Vous le connaissez très bien, judo, karaté-do, aïkido, c'est la voie, c'est le chemin. Mais il n'y a pas que les arts martiaux. Hein. Ikebana-do, l'art de l'arrangement floral, ou cha no yado, cha c'est le thé, l'art de la cérémonie du thé, il y a toujours le do ou le dao à coller. Voilà. Très important dans les traditions orientales, extrêmes orientales, parce que c'est à la fois un moyen de perfectionnement personnel, de rentrer dans une voie pareille, c'est aussi un moyen d'intégration dans la société, ce qui n'est pas négligeable. Et surtout, il y a toujours derrière ce qu'on appelle, nous, les philosophies chinoises, c'est-à-dire une vision, on va dire, métaphysique de la vie, de la nature, de la réalité et de l'univers, du cosmos, qui est symbolisé par le fameux Taiki que vous connaissez certainement, avec le yin et le yang. Et on pourrait continuer d'ailleurs, vous savez, un cosmonaute chinois ne s'appelle pas cosmonaute, hein, il s'appelle taïkonaute. Et on pourrait continuer en mettant d'autres concepts. Il y a toute une constellation de concepts et de symboles qui peuvent apparaître derrière également. Ce qui fait que dans le cadre d'un métalangage, ça vous définit ce que pourrait être un métalangage. Parce que nous, on pense en termes hollywoodiens, si vous voulez. Vous savez, vous avez certainement vu ces feuilletons très bien faits d'ailleurs, hein, où il y a une équipe qui se trouve face à une intelligence extraterrestre qui envoie des sortes de messages codés. Alors, il y a un petit génie qui va arriver, qui va décoder le message, des choses comme ça. Mais là, il n'y a pas de formalisme au sens mathématique. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, c'est autre chose. Et je dois faire un petit aparté sur les notions symboliques, ou peut-être que je le ferai après. Est-ce que tu as un autre dessin? Voilà. Je vous parlais du livre d'Umberto Eco que vous avez sur le côté. Alors, Umberto Eco agit comme le bon universitaire de haut niveau. Hein, il procède toujours de la même façon. Il pose des problématiques et leurs réflexions s'enroulent autour et ils y répondent. Une des problématiques nous intéresse, nous particulièrement. Elle est très simple. Qu'est-ce qui fait qu'un signifiant est performant? Qu'un outil, que le signifiant est performant, c'est-à-dire qu'il délivre bien son message à un maximum de personnes. Et Eco répond en coupant la distance schématique en deux et il dit, ben voilà, quand le signifiant apparaît aux yeux du témoin, il doit obligatoirement véhiculer des thématiques. Pourquoi des thèmes? Pourquoi des thématiques? Mais parce que ça permet de cibler le message tout de suite, ça resserre autour du sens du message. Alors là, petit détour par l'histoire des idées en ufologie, il faut connaître. Quel est l'ufologue brillantissime d'ailleurs qui écrit au début des années 80 en parlant des rencontres approchées? La principale particularité de ces cas, c'est qu'ils sont porteurs de thématiques. La vie extraterrestre, la vie dans l'espace, une technologie extraordinaire, une lumière merveilleuse. Enfin, on pourrait dresser une liste comme ça. Effectivement. Réponse, c'est Bertrand Meust. C'est pas étonnant que ce soit lui d'ailleurs. Et donc là, ça marche, effectivement. Les cas sont porteurs de thématiques. Et alors, dans la deuxième partie, c'est-à-dire au moment où le message approche de sa délivrance, à ce moment, Umberto Eco nous dit, là, il doit obligatoirement y avoir émergence d'un langage symbolique, de symboles. Alors, je vais dire pourquoi. Mais de symboles, vraiment. Alors, quand je lis ça, je pense immédiatement à mon vieil ami Jean-Jacques Jaillat, parce que d'abord, il est docteur en philosophie, diplômé de la Sorbonne, et puis c'est aussi un psychanalyste de talent, et ça fait 50 ans que Jean-Jacques travaille sur l'émanence d'informations symboliques à proximité des observations d'OVNI. Donc, j'ai pensé à lui tout de suite. Oui, effectivement, ça a l'air de coller même très bien.
Alors pourquoi le symbole? Il faut un petit peu reparler de ça. Le symbole n'est pas du tout utilisé en science, hein, par exemple. Pourquoi? Parce que c'est pas un langage assez précis. C'est pas les mathématiques, c'est pas formel. En revanche, c'est un langage qui s'adresse à tout le monde. Ça vient du grec, le terme vient du grec symbolos, qui signifie jeter deux choses en même temps, l'une renforçant la compréhension de l'autre, si vous voulez, en s'excitant mutuellement. Hein. Et il a il a une autre capacité, le symbole, c'est qu'il excite littéralement les fonctions analogiques de notre cerveau. Or, du cerveau humain. Or, il y a un livre qui a été publié il y a un peu moins de 10 ans en France, d'ailleurs en français, parce que alors c'est un petit génie qui l'a écrit, il s'appelle Douglas Hofstadter, il est américain, mais il l'a fait avec un universitaire français, Emmanuel Sanders. Et le livre qui parle de neurosciences, hein, met en évidence absolue la capacité du cerveau humain à fonctionner de manière analogique. Et c'est pour ça que le symbole a une telle connotation, un tel impact. C'est qu'il excite littéralement nos représentations analogiques. Ça n'a d'ailleurs pas échappé à Umberto Eco, qui dit attention avec le symbole. C'est un moyen c'est un langage prodigieux, mais il est soumis à l'interprétation. Et l'interprétation vient de ce qu'il appelle le démon de l'analogie. Donc, quand on pratique ça, il faut toujours garder une espèce de mesure, de ne pas dépasser les limites de l'interprétation, ce qui n'est pas facile, hein. Ça c'est sûr. Donc, tout ça marche très très bien, effectivement, et ça marche même tellement bien que je vous propose de passer sur un exemple beaucoup plus pratique, parce que là on parle un petit peu théoriquement. Est-ce que tu as le cas de la plaine des Cafres, justement, dont on parlait tout à l'heure? Il faut Il est en couleur juste derrière. Voilà, oui, je l'avais fait en couleur. Oui, oui. Voilà. Alors voilà l'affaire de la plaine des Cafres, donc le 31 juillet 1968. Je rappelle que l'objet ne s'est pas posé, il était à peu près à 50 cm du sol. Il a laissé des rayons radioactifs, y compris sur les vêtements et le chapeau du témoin. Et je sais de sources sûres que les gendarmes lui ont fait brûler tout. Bon, alors, voilà l'objet en question. Durée environ entre 30 secondes et 1 minute, distance 15-20 mètres. L'objet faisait à peu près 4 mètres d'envergure. OK. Vous reconnaissez évidemment tout de suite le ballon de rugby intégralement transparent de Beau Soleil, puisque l'objet était transparent dans sa partie centrale, hein, avec cette luminosité bleutée assez forte. Et il y avait dedans ces deux petits personnages. Mais comme toujours, le 4 protéiforme joue à plein, la troisième caractéristique, et il y a des modifications par rapport à Beau Soleil, c'est sûr. Première modification, les deux extrémités qui sont de ce très beau bleu lumineux, le témoin dira c'était comme dans les églises. Je pense qu'il voulait parler de vitraux, hein, et qui brillaient fortement aussi. Alors qu'est-ce que vient faire ce bleu ici? Vous savez, nous sommes aujourd'hui dans une époque où beaucoup de choses sont perdues. Parce que un homme ou une femme du 13e, 14e, 16e, 17e aurait pu vous donner immédiatement la réponse. Immédiatement. Aujourd'hui, c'est fini. Il faut passer par histoire de l'art et notamment méthodologie d'histoire de l'art pour apprendre que ce bleu qui est proche de l'outre-mer aujourd'hui, mais qui était fait avec du lapis lazuli avant, a toujours représenté le ciel nocturne et par extension le cosmos, c'est-à-dire, j'emploie le terme grec à dessein, le cosmos, c'est-à-dire l'univers. Autrement dit, parce que maintenant je vais vous révéler deux, trois trucs, ce bleu n'est jamais qu'un renforcement de la signification du soi-disant ballon de rugby, qui n'est pas du tout un ballon de rugby, vous vous en doutez bien, attention au langage dans ces histoires, parce que lui aussi est très connu depuis très longtemps, cette histoire-là. L'œuf cosmique est très très connu dans tout un tas de traditions, on a un tas d'écrits là-dessus, et ça représente tout simplement le cosmos, c'est-à-dire l'univers, qui est la matrice de tout. Vous savez, quand cet astronome canadien là, qui vient de décéder, que j'aimais beaucoup, vous dit nous sommes tous des poussières d'étoiles, les anciens le savaient très bien aussi. Ils le savaient très bien, Hubert Reeves. Et on est donc dans une représentation symbolique de l'univers.
Et vous avez ces deux petits cosmonautes qui s'agitaient mécaniquement à l'intérieur. Là, quand c'est comme ça, il faut se souvenir qu'il y a une dimension contextuelle dans le mimétisme, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et quand c'est comme ça, quand vous avez un doute, il faut toujours regarder en amont et en aval de l'observation dans le temps. On est en 68. Depuis 3 ans, depuis 65, les humains marchent dans l'espace. D'abord les Russes en 65 et les Américains tout de suite derrière. Et on est à 1 an seulement du premier alunissage sur la Lune. Donc effectivement, la petite humanité s'agite dans l'espace et dans cet univers qu'on a là sous les yeux. Et puis il y a autre chose aussi, parce que quand même, on est face à l'univers, d'accord, on est face à l'espace, hein, mais il manque une dimension de notre point de vue. Aujourd'hui, on ne dit pas l'espace tout seul, on y accole un autre terme. On parle d'espace-temps. Où est le temps dans cette histoire? Eh bien, regardez bien l'objet. Vous oubliez 10 secondes le vaisseau spatial et regardez bien la forme, l'appareillage symétrique qu'il y a dessus et dessous. Et vous allez assez vite avoir une idée de ce que ça représente parce que cet objet, vous le connaissez très bien et il est très ancien en plus. Hein. Évidemment, c'est un sablier. Et que fait un sablier? Il mesure l'écoulement du temps. Et là, vous avez l'axe vertical qui donne le temps. Alors, il y a d'autres questions qui se posent, mais ça, j'en ai pas trop parlé pour l'instant. C'est que le propre d'un métalangage, c'est qu'il est polysémique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est encore un terme qui vient du grec. Hein. Polysémique, ça veut dire plusieurs sens. Effectivement, un métalangage est capable de porter de manière superposée ou synthétisée, c'est possible, plusieurs sens différents. Vous avez des mots qui sont polysémiques, par exemple. Le mot vert, VE2RE, le verre dans lequel on boit. Mais seul le contenu de la conversation vous permet de dire que ce n'est pas vert, la couleur verte, par exemple, ou je peux aller vers vous aussi, ça c'est la direction. Ou alors on peut parler d'un vers de terre, ou d'un vers de versification de poème. Voilà, c'est l'exemple type d'un mot qui est polysémique. Eh bien, multiplié à la puissance 10, un métalangage pourrait être polysémique, c'est-à-dire porter tout un tas de sens qui soit s'amalgament, soit sont superposés carrément. Parce que qui vous dit que ici, ce n'est pas une représentation pour nous dire que dans cet espace, il y a aussi de la vie, il n'y a pas que nous. C'est possible aussi comme interprétation. Mais il ne faut pas franchir non plus les limites de l'interprétation, ce qui est difficile. Une amie m'a dit, mais attends, cette histoire-là de sablier, ça pourrait évoquer un trou de verre aussi, et donc un moyen de transfert. Je dis oui, mais là, tu as dépassé les limites de l'interprétation. Peut-être, mais ce n'est pas sûr. Vous voyez? Bon. Et l'analyse que je vous fais là, et à mon avis, elle n'est pas contestable, c'est exactement ça, pose deux autres problèmes. C'est que vous pouvez trouver des cas et les analyser par vous-même. Nous sommes face à un métalangage, il n'y a aucun doute. Quel est le mobile? Ça, c'est une autre histoire, mais oui, on est vraiment face à ça. Et donc, vous verrez dans le livre que je donne d'autres exemples. Vous avez vraiment des cas qui sont, c'est des effets vitrines hein, pour la plupart, mais ils sont vraiment décoiffants, quoi, hein, les cas. Pour les interpréter, on peut les interpréter, mais il faut bien s'accrocher, il faut bien arriver à voir ce que vous voyez et puis l'interpréter correctement. Donc, ça c'est une partie extrêmement intéressante qui ouvre sur beaucoup d'autres questions. Et puis, je crois que si on parle de ces anomalies aussi, qui sont présentes là dans tous les cas, on commence à se poser la question de savoir si on serait dans un métalangage, parce que vous avez deux façons de voir un métalangage. Soit vous le voyez comme une tentative de communication, une forme de langage qu'on ne comprend pas, qui est nul et non avenu, tout simplement parce qu'on ne comprend pas. Une souris ne peut pas comprendre ce que vous lui dites. Hein. Bon. Donc, dans ce cas, c'est nul et non avenu. Mais il y a une deuxième possibilité. C'est une forme d'influence à long terme et très à la marge. Là, l'exemple serait plutôt celui du jeu de billard. Vous prenez une queue de billard, vous visez une boule, vous la frappez. C'est ce qu'on appelle un cas. On sait que 9 fois sur 10, ça part dans la nature, les témoins ne parlent pas. Mais une fois sur 10, la boule est impactée et elle impacte d'autres boules. C'est-à-dire qu'elle impacte la société. Et sur le long terme, ça commence à faire beaucoup quand même. Et quand un gars comme Philippe Guillemant dit tu sais, tous les anomalies que tu m'as présentées, pour moi,
c'est une confirmation de mes propres thèses et je les explique tout de suite, on commence à se demander effectivement s'il n'y aurait pas de l'information qui nous est communiquée, mais d'une manière très, très, très particulière, peut-être pour nous faire évoluer un peu plus vite, c'est possible, mais nécessairement cette information serait de nature ontologique, c'est-à-dire qui tiendrait à la structure exacte de l'univers. Mais là, on se heurte, on est, nous, dans notre bulle évolutive. Et vous avez des systèmes en place qui pensent avoir, enfin, vous avez même des gens qui pensent qu'on a tout découvert, qu'on sait tout, et qu'on n'a plus rien à explorer dans l'univers et qu'on a tout compris. Alors qu'en fait, on en est peut-être encore, sans le savoir, à un niveau très archaïque. Et je me demande souvent si les informations communiquées sur des cas, donc d'une manière assez curieuse, hein, par un système de représentation, dont une petite partie nous arrive, c'est un peu comme un puzzle. Hein, sur un mur, vous mettez sur 7000 cas, vous pouvez en isoler à peu près 2000 qui ont des chances d'être fiables. Ça veut dire qu'en vérité, il y en aurait eu 20 000 et que vous connaissez 10%. On en revient toujours à 1 sur 10. Et qu'est-ce que vous pouvez tirer à partir de ces 10%? Philippe Guillemant peut tirer des choses. Ça me rassure plutôt. Voyez, et je trouve que c'est une dimension, c'est pas la seule, hein, mais c'est une dimension extrêmement intéressante de ce phénomène. Voilà. Et qui donne un sens. Alors, c'est toujours émouvant, hein, bien sûr, de voir une désintégration de l'absurdité. N'oubliez jamais, l'absurdité, c'est la privation de sens. Si vous arrivez à faire en sorte que l'absurdité se désintègre, vous assistez automatiquement à la remontée du sens en parallèle, symétriquement. Et on le voit sur ce cas. Ce cas est très connu en France, presque aussi connu que Valençol. J'ai jamais vu la moindre analyse ou la moindre chose là-dessus, parce que c'était tout simplement pas possible. Mais là, dans ce que je vous ai dit, vous avez eu accès à une autre dimension. Et vous avez vu se désintégrer ce qui était incompréhensible. J'ajoute une autre chose. Si cet objet s'était posé au sol, puisqu'il était à 50 cm du sol, hein, je pense qu'il aurait laissé une trace. Parce que le premier réflexe, comme toujours, hein, c'est de penser de manière anthropocentrique. Donc on va se dire, oh, ben, c'est une sorte de construction un peu numérisée, un idéogramme ou un machin qui nous ont avancé. Ce qui vient, c'est acceptable, mais ça vient très peu percuter nos propres visions, si vous voulez, nos propres représentations mentales. Mais il y a autre chose derrière, c'est que nous n'avons pas l'habitude de penser les objets autrement que par rapport à nos avions, à nos voitures, à nos motos, à nos objets du quotidien. Nous pensons les objets comme ça, c'est normal, c'est notre environnement. Nous n'avons pas l'habitude de penser les objets en termes hybrides. Or, il va vraiment falloir évoluer là-dessus et très, 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 très vite, puisque d'après tous les spécialistes de la question, on est à 10-15 ans de réaliser de tels objets. Il y a d'ailleurs un auteur brillant, hein, Michael Crichton, qui n'a cessé depuis 15 ans de nous mettre en garde, hein, contre ce qu'il appelle l'inconséquence humaine en s'appuyant sur des travaux scientifiques. En gros, on est à 2 doigts de réaliser dans la réalité ce qu'on fait au cinéma déjà en numérique. C'est-à-dire qu'au cinéma, aujourd'hui, on est capable de vous montrer tout ce qu'on veut. Hein, Londres qui explose, un dragon qui passe dans les airs, etc. Eh bien, on est à 10-15 ans de réaliser ça dans la réalité. Comment? Justement par un objet hybride qui va synthétiser 3 disciplines qui apparemment n'avaient rien à voir ensemble. 1, la nanotechnologie et son fameux brouillard-outil. 2, la bioengineering. Et 3, l'intelligence artificielle. Tout ça pourrait faire une seule chose. On aurait donc un objet, vous voyez quelqu'un en face de vous, un humain normal, et on est dans la réalité. Vous passez à travers, il s'écarte dans des milliards de particules et il se reconstitue derrière vous. Et le problème de ça, c'est que un objet qui a une intelligence capable d'opérer à plusieurs millions d'opérations par seconde, alors qu'on est capable, nous, de faire 2 ou 3 opérations par seconde. Un objet capable qui développe des capacités biologiques extraordinaires, sans parler de ce fameux brouillard-outil dont on parle beaucoup actuellement. Crichton dit, et bon, il l'a lu dans des professeurs qui ont écrit déjà depuis 10-15 ans, hein, il a dit, mais
cet objet extrêmement intelligent et mouvant, hein, polymorphe, pourrait se reproduire seul. S'il parvient à ça, ou si nous ne parvenons pas à empêcher ça, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin sur ce qui risque d'arriver. Et on est à 15 ans. Donc, quand on voit un objet comme ça ne sert à rien de dire ouais, c'était matériel ou c'était conscientiel. Ça ne veut rien dire. Si c'est quelque chose comme ça qui a énormément d'avance sur nous, on se trouve vraiment face à quelque chose qu'on ne peut pas penser ou difficilement. Et dans 15 ans, on pourra le penser parce qu'on projettera ce qu'on a réussi à faire nous-mêmes, comme d'habitude. C'est ce que Aimé Michel reprochait tellement. Hein. On ne peut appréhender ce phénomène que par rapport à nos propres projections anthropocentriques, par rapport aux exemples qu'on a à l'intérieur de notre bulle évolutive. Alors, après le mobile, puisque j'ai parlé de mobile à un moment pour en finir avec l'intentionnalité, le mobile, il y a un moment dans la vie, vous savez, il faut monter sur la table pour parodier un film célèbre, pour avoir une vision un peu plus dégagée. Moi, ce que je vois, c'est que depuis le début de cette histoire, l'OVNI, Aimé Michel l'a encore dit, hein, de toute façon, j'invente rien, mais l'OVNI est à la fois un miroir et un signe. Tout est dit, mais ça demanderait 15 pages de travaux pour expliquer ce qu'il veut dire par là. Mais l'OVNI, c'est une sorte de bug, en fait, de bug surmultiplié qui ne cesse de frapper les parois de notre bulle évolutive, qui ne cesse de s'attaquer aux doxas, à nos projections anthropocentriques, aux idées toutes faites, aux préjugés. Il s'attaque surtout, je trouve, à la rationalisation, pas à la rationalité. Philosophiquement, pardon, c'est impossible. Même une intelligence ayant 1 million d'années d'avance sur nous ne pourrait pas s'attaquer, pour certaines raisons, à la rationalité. Mais la rationalisation qui en découle, ça oui, on peut s'y attaquer. Et je trouve que ce phénomène s'attaque à ça en permanence. Et de ce point de vue, j'ai conclu comme ça à EcoEvent, j'ai dit, vu les conséquences possibles, heureusement, l'élusivité, la plus puissante caractéristique du phénomène, puisqu'elle frisait 100%, nous protège en fait. Elle nous protège. Et pas pour des raisons hollywoodiennes, hein, mais bien pour des raisons épistémologiques. Jusqu'à quand va-t-elle nous protéger? Ça, c'est une question, malheureusement, il n'y a pas de réponse possible pour l'instant. Voilà ce que je tenais à vous dire. C'est en gros ce que j'ai expliqué à la Sorbonne. Voilà. Eh ben, merci beaucoup.